Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière. Notre point de départ, c'est pas un gros livre ou des articles, mais juste une page web, une page de résultats Google Livres. Elle concerne un essai assez connu, des essais en self-reliance de Ralph Waldo Emerson. On est le 21 octobre 2025. L'objectif, c'est de voir ce que cette simple page peut vraiment nous apprendre. Juste avec ce qu'on voit dessus, hein. Sur l'essai lui-même, son histoire, ses éditions, comment on peut y accéder aujourd'hui, c'est un peu comme analyser une empreinte, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Bon, il y a l'auteur, Ralph Waldo Emerson, le titre, des essais en self-reliance, et puis un sujet principal qui ressort, self-confidence, confiance en soi. Voilà nos premières pistes. Alors, décortiquons un peu ça. Oui, c'est une bonne image, l'empreinte digitale, parce que c'est exactement ça, on a des traces, des fragments d'infos. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est une édition bien précise, publiée par Roy Crofters en 1908. La page donne même un détail physique, 59 pages. Bon, c'est factuel, mais ça a déjà un sens, vous voyez. 59 pages, ça confirme bien que c'est un texte court, un essai, quoi. Pas un énorme traité de philo. Ça pose déjà la forme. Et ce nom, Roy Crofters, juste ça, le nom de l'éditeur, 1908, même sans chercher ailleurs, ça a une certaine sonorité, non? Ça évoque peut-être, pour certains, une époque, un style d'édition un peu artisanal, peut-être lié au mouvement Arts and Crafts. C'est juste une spéculation basée sur le nom et la date, bien sûr. Mais c'est marrant de voir comment un simple nom d'éditeur peut déjà colorer un peu l'image qu'on se fait du livre. C'est une micro-info, mais ça fait partie de l'identité de cette édition-là. Ah, mais tout à fait. Et c'est là qu'on voit euh, l'importance des métadonnées, même les plus simples. Un nom, une date, un nombre de pages. Hop, ça commence à construire une image. Et puis, il y a cet autre élément de cadrage très fort, la classification sous self-confidence, confiance en soi. C'est pratique, oui, mais c'est aussi une interprétation, hein. Qui a décidé que c'était le sujet principal? Google? L'éditeur de 1908? Un bibliothécaire? La page ne le dit pas. Mais ce choix de mots-clés, il oriente direct notre attente. Emerson, il parle peut-être de plein d'autres choses, individualisme, non-conformisme, mais là, l'étiquette mise en avant, c'est la confiance en soi. C'est un filtre puissant avant même d'avoir lu. C'est vrai, cette étiquette self-confiance, c'est presque un titre bis ou un résumé express imposé par la plateforme. Et l'histoire des éditions, elle s'arrête pas en 1908. La page nous montre d'autres pistes. On voit une mention d'une version de 1905, une autre de 1908, peut-être une variante ou la même, c'est pas hyper clair. Et puis, hop, un saut dans le temps, une édition bien plus récente de 2017. Qu'est-ce que cette simple liste 1905, 1908, 2017, elle nous dit? Mais elle suggère que l'intérêt pour cet essai a duré remarquablement longtemps. Plus d'un siècle entre la première et la dernière mention. Ça veut dire que le texte a continué d'être publié, réédité, sans doute lu, discuté, on n'a pas le détail de tous les éditeurs, mais cette persistance dans le temps, c'est déjà un indice fort. L'œuvre est pertinente ou classique, quoi. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on regarde comment on peut interagir avec ces éditions sur Google Livres. Oui, c'est là que notre enquête numérique prend un autre virage. À côté des éditions de 1905 et 1908, il y a cette mention Snippet View, aperçu partiel. Donc on peut espérer voir quelques phrases, des bouts de texte comme ça. Mais pour celle de 2017, c'est No Preview Available, aucun aperçus. C'est assez paradoxal quand même, non? On pourrait penser que l'édition la plus récente serait la plus accessible numériquement, mais là, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Le snippet view, pour les anciennes, c'est souvent lié au fait qu'elles sont peut-être dans le domaine public. Ou alors Google a scanné des exemplaires de bibliothèques avec des accords particuliers, mais avec des limites, des incertitudes. Le no preview pour 2017, par contre, c'est très probablement une histoire de droit d'auteur et une décision de l'éditeur moderne. L'éditeur de 2017 ne veut peut-être pas que le texte soit accessible gratuitement, même en partie, sur Google Livres. Il préfère sans doute orienter vers l'achat. Ce qui nous amène direct à la question de l'accès au texte complet. Et là, la page est très claire, presque brutale. No e-book available. Pas de livre électronique dispo via cette page. C'est quand même ironique, non? On est sur Google, le portail du numérique par excellence,
Et pour cet essai important, la première réponse sur le format numérique direct, c'est non. Juste en dessous, il y a bien une bannière générique « Louer et acheter des livres électroniques sur Google Play », mais bon, ça semble pas s'appliquer ici directement. Exactement. Et cette juxtaposition, elle est révélatrice. La plateforme numérique nous dit d'abord Désolé, j'ai pas de version numérique immédiate pour ce titre précis. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Eh bien, elle nous redirige massivement vers le monde physique ou d'autres plateformes commerciales pour le livre imprimé. On voit des liens très clairs vers Abooks, Amazon, des géants de la vente de livres neufs ou d'occasion. On a aussi l'option Find in a Library, trouver en bibliothèque, un renvoi essentiel vers les catalogues des bibliothèques physiques. Et puis un lien plus vague, All Sellers, tous les vendeurs. Donc, le message sous-jacent, c'est un peu on peut vous donner des infos sur le livre, qui, quand, de quoi ça parle en gros, mais pour le lire vraiment, allez voir ailleurs, et sans doute sur papier. C'est fascinant de voir comment cette page, issue d'un moteur de recherche global, devient une espèce de carrefour qui pointe vers les accès très traditionnels. Le numérique catalogue le physique, en quelque sorte. C'est précisément ça qui est captivant. Cette page, c'est un mini reflet de l'écosystème actuel de la distribution du livre, surtout pour les œuvres anciennes mais toujours lues. D'un côté, on a une mine de métadonnées numériques, auteur, titre, éditeur, Roy Crofters, année 1908, page 59, sujet, self-confidence, d'autres éditions, des aperçus limités ou pas d'aperçus du tout. Ça, c'est le côté catalogue numérique, base de données. Et de l'autre, pour l'accès au contenu réel, eh bien on est renvoyé vers l'achat du livre physique, neuf, occasion, ou le prêt en bibliothèque. Le numérique facilite la découverte, l'identification, mais il ne garantit pas l'accès direct au contenu lui-même. On pourrait presque dire que pour cet essai sur autonomie, le self-reliance, Google nous encourage paradoxalement à être autonomes, en allant chercher le livre nous-mêmes ailleurs. Mais plus sérieusement, cette fragmentation de l'accès, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui découvre Emerson aujourd'hui via une recherche rapide? Ça implique plusieurs choses, je pense. D'abord, une possible friction. L'accès n'est pas immédiat. Il faut faire une étape de plus. Cliquer sur un lien marchand, vérifier en bibliothèque. Ça peut décourager une lecture rapide, spontanée. Ensuite, ça montre bien les défis qui restent pour la numérisation complète et la gestion des droits, même pour des œuvres assez anciennes. Le fait qu'une édition de 1908 soit juste en snippet view et qu'il n'y ait pas d'e-book direct, ça montre que le chemin vers une bibliothèque numérique universelle est encore long et complexe. Et enfin, ça souligne que les circuits physiques, librairies, bibliothèques gardent toute leur valeur. Il reste des points d'accès essentiels. Bon, si on récapitule un peu, notre enquête à partir de cette page Google Livres. On a pu confirmer l'existence d'une édition précise, tangible, de l'essai d'Emerson Roy Crofters 1908, avec ses caractéristiques. On a vu des traces de sa longue vie éditoriale, ce qui suggère qu'il reste pertinent, et surtout on a constaté de façon assez frappante comment l'accès à cette œuvre en 2025 est un paysage mixte. Le numérique sert souvent de catalogue, de portail vers des ressources physiques ou d'autres sites commerciaux, plutôt que d'offrir un accès direct et complet tout de suite. La page est donc moins une bibliothèque qu'une sorte de carte d'orientation très détaillée. Exactement. Et si on prend encore un peu de hauteur, ça nous amène à réfléchir à l'importance fondamentale de ces fameuses métadonnées. Toutes ces infos autour du texte, Roy Crofters, 1908, 59 pages, Self-Confidence, Snippet View, les liens vers Amazon ou les biblios, elles deviennent cruciales justement parce que l'accès au texte lui-même n'est pas garanti sur cette page. Ces données nous permettent d'identifier l'œuvre, de la distinguer d'autres versions, de la situer un minimum, un essai court sur la confiance en soi selon Google, et de savoir où chercher après. C'est vrai que sans ces métadonnées, on serait complètement paumé. Elles structurent notre recherche d'infos. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop se fier à ces infos périphériques? Par exemple, ce mot-clé self-confidence. Si on s'arrête là, on risque de passer à côté de toute la richesse philosophique d'Emerson, qui va bien au-delà de simples conseils de développement personnel, j'imagine. C'est tout le paradoxe, oui. Ces métadonnées sont indispensables pour naviguer dans l'océan d'infos, pour trier, identifier. Mais elles sont aussi, par nature, réductrices. Elles cadrent, elles simplifient, elles interprètent avant même qu'on ait lu une seule ligne. Le nom de l'éditeur, Roy Crofters, donne une petite touche d'époque. Le nombre de pages, une idée de la longueur. Le mot-clé, une orientation thématique. Tout ça, ça façonne nos attentes. Et peut-être même notre décision de lire ou pas. La page Google Livres, en tant que source d'infos, devient elle-même un objet d'étude. Comment l'information sur le livre est présentée, organisée, et quels effets ça a sur notre approche du contenu. C'est une perspective vraiment intéressante, ça. Ça déplace un peu le regard
de l'œuvre elle-même vers la façon dont elle nous est présentée et rendue accessible ou pas dans l'écosystème numérique. Donc, si on résume les grands points de notre exploration de cette page spécifique, premièrement, elle donne une preuve concrète de l'existence et des caractéristiques d'une édition historique, Roy Crofters, 1908, de cet essai important. Deuxièmement, elle témoigne, via la liste des éditions, de la vitalité de l'œuvre sur plus d'un siècle. Et troisièmement, elle illustre parfaitement la nature souvent fragmentée, hybride, de l'accès au texte classique aujourd'hui. Beaucoup de métadonnées numériques, mais un accès au contenu intégral qui renvoie souvent vers des canaux physiques ou d'autres sites. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui naît directement de cette petite expérience. Dans notre monde où on cherche souvent l'info instantanée, l'accès en un clic, quelle valeur réelle on accorde à toutes ces informations autour d'une œuvre, ses éditions, sa disponibilité qui varie, sa classification par des tiers, surtout quand le contenu lui-même demande un effort supplémentaire pour être atteint? Comment cette méta-information, cette carte numérique détaillée, mais parfois sans accès direct au territoire, comment est-ce qu'elle façonne non seulement notre recherche, mais aussi notre précompréhension d'un texte aussi influent que celui d'Emerson sur la self-reliance? Est-ce qu'il y a une ironie particulière à aborder un essai qui prône l'indépendance de pensée, le rejet des conventions, en se fiant d'abord autant à ces cadres externes, mots-clés, disponibilité, popularité suggérés par les liens commerciaux, avant même d'avoir pu se confronter directement aux mots de l'auteur? C'est une réflexion qui dépasse largement cette simple page Google Livres et qui touche à notre rapport global à la connaissance à l'ère numérique.